Bonsoir à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL. On est live ce jeudi 12 août et on est accompagné ce soir d'Aptine. Salut Aptine. Salut. Et on a un invité ce soir en la personne de Luc. Comment ça va Luc? Ça va. Et vous? Eh ben la forme. C'est pas vraiment un invité, c'est comme si c'était un mec de chez nous au final. J'allais dire, ouais, c'est plus c'est un invité, mais c'est un invité de la famille, quoi. C'est ça. Exactement. C'est ça. Donc ce soir un petit épisode parce que le dernier était en anglais et on a eu le plaisir d'inviter Justin Boone dans le podcast. Si vous n'avez pas entendu ça, allez-y, hein, c'est l'épisode précédent. Mais du coup il a pas mal parlé, on a beaucoup appris. Et on s'est dit c'est l'occasion de faire un petit débrief et aussi de faire un épisode nous sur ce qu'on veut voir pendant cette pré-saison qui commence ce soir, les gars. Premier match de pré-saison à part le Hall of Fame. Cette nuit, ça commence. Ouais. Il y a 3 matchs, c'est ça? Je crois qu'il y a 2 matchs cette nuit. Il y en a un demain, si je dis pas de bêtises. Moi, je sais que nous, on joue. Steelers ce soir. Il y a Washington contre Pats. Gros match de Washington. Ouais, Washington Pats sur NFL Network. Donc ouais, non, ça peut être marrant. On va voir ce qu'on en pense et si on en pense quelque chose ou si on s'en fiche. Et puis Luc, comme il est fan des Niners, il va nous faire un petit topo sur les Niners. Ah bah tiens, sur les Niners en fantasy. Ça va aller vite, hein. Ouais. Et surtout, ce soir, on va regarder aussi pour tous les trois nos busts, nos breakouts, nos sleepers pour cette draft, et aussi un peu en général les joueurs qu'on a envie de cibler, qu'on a envie d'avoir dans la draft, et ceux, au contraire, on essaye d'éviter à tout prix, qu'on risque, qu'on voit dans les mocks, ils partent souvent avant qu'on ait envie de les prendre. Donc, j'ai pas préparé de jingle, donc on va se lancer direct. Et si on se lançait avec justement cette équipe des 49ers, ce qui est intéressant en fantasy, parce que sur les 3-4 dernières saisons, elle a produit pas mal de joueurs intéressants, et notamment au poste de running back, parce qu'il y a tout le temps des mecs qui se blessent, mais là, cette année, on a George Kittle qui revient, on a Ayuk et Samuel, on a une collection de running back qui peuvent être intéressants, et on a une battle de QB. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Luc? La battle de QB, à mon avis, elle va pas être très 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 longue. Après, voilà, Trey Lance sur les training camps, il a l'air de vraiment impressionner beaucoup de monde, que ce soit les coachs, que ce soit le public, que ce soit les experts, etc. Donc, je pense que ça va être l'histoire de quelques temps, et puis il va vite être lancé d'ici octobre. Je pense qu'il sera lancé en starter parce que il a l'air de vraiment produire ce qu'on attendait de lui, et il va amener quand même beaucoup plus que Jimmy G sur le run, sur tout ça, sur le danger offensif. Je pense qu'il sera beaucoup plus productif que Garoppolo. Après, on verra. Ouais, je le souhaite. Moi, je suis assez high, assez haut sur Trey Lance parmi les QB rookies. Je pense que c'est celui qui a peut-être pas de quoi faire la plus belle carrière de tous. Si c'était en dynastie que j'avais le premier choix, je prendrais plutôt Trevor. Mais celui qui peut faire un impact rapide tout de suite, parce que justement, il a cette capacité à la course qui, on le dit tout le temps, est en fantasy très utile. Et puis il a un skill set il a l'air déjà expérimenté avec les offenses de NFL, le genre de jeu qui sont joués à ce niveau-là, et surtout c'est son coach, son landing spot. Je pense que c'est le mieux. Ouais, et le fait d'être dans l'équipe de Shanahan, je pense que c'est ce qui lui convient, le plus. Il est vraiment fait pour cette attaque-là. Donc je pense qu'il va vraiment produire quand il sera sur le terrain. Après, faut voir ce que ça va donner. On ne sait jamais, mais avec le plan offensif de Shanahan, je pense que ça va coller parfaitement sur ses skills, et je pense qu'il va être productif. Maintenant, il faut voir quand. Il faut voir si ça tombe, Garoppolo va sortir un début de saison de folie. Enfin, je sais pas. J'y crois pas trop. Personnellement, j'y crois pas trop. Maintenant, on verra sur les premières semaines, parce que je pense que Garoppolo sera starter. Mais je pense que ça sera rapide pour Trey Lance. En plus, il y a un meilleur supporting cast des autres quarterbacks rookies. On n'en a pas parlé, on a parlé beaucoup de Shanahan, mais au final, il a des super receveurs. On sait qu'il y a un super running game, ils ont une bonne ligne offensive, ils ont l'un des meilleurs tight ends.
Enfin, je réfléchis aux autres rookies, mais j'ai pas l'impression qu'ils soient vraiment aussi bien armés. Donc ouais, enfin ça se tient. C'est pour ça que quelque part je me dis un Garoppolo, on sait qu'il va pas faire beaucoup d'erreurs, mais est-ce qu'il va, on va dire, faire juste ce qu'il faut pour pas se faire bencher et qu'il soit à 3-1 arrivé en octobre? Ça c'est un... On verra après, de toute façon on est sûr de rien, mais après bon, voilà. Après au niveau offensif, comme tu disais, hein, Marco, il est quand même bien armé, puisqu'il y a quand même Kittel qui est là, en running back on aura Mostert qui doit revenir, on a le petit rookie Sermon qui a l'air très bon aussi. On a Samuel, on a Ayuk, enfin voilà, on a quand même des armes offensives. Maintenant, faut voir ce que ça va produire. Ça, malheureusement, on saura vraiment quand ça startera, quoi. Donc justement, parle-nous un peu des armes offensives. Lesquelles tu vois le mieux fonctionner avec un skill set de fantasy? Kittel, sans hésitation, Kittel, je pense que c'est lui qui marquera le plus de points. Après, au niveau running back, faudra voir ce que Mostert va faire. Est-ce qu'il va être en bonne santé tout le long de la saison? Non. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Je te donne la réponse. Non. Maintenant, ouais, on a Sermon qui est là. Il a l'air de bien produire aussi sur le training camp. Donc, on verra. Et puis, au niveau receveur, on a Ayuk, je pense qu'il va faire une grosse saison. Déjà l'an dernier, il avait bien produit. Je pense que cette année, ça sera encore la même chose, voire même mieux. Et après, on a Samuel. Bon, après, c'est un peu vide. Sur le banc, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Il y a pas forcément d'autres personnes. Mais bon, je pense que déjà ceux-là peuvent être justement, ouais, si ça manque de profondeur légèrement, c'est encore plus. Oui, c'est ça le truc. Ouais, c'est ça. Ces mecs-là, tant qu'ils se blessent pas. Ouais. Après, au poste de running back, il y a aussi Wayne Gallman, il y a Jeff Wilson qui pour le moment est blessé mais qui va revenir. Donc il y a franchement, en running back, parce que là j'ai le depth chart juste devant moi. Franchement, il y a énormément de monde sur le running back. Il y a 4 à 5 joueurs qui peuvent produire un petit peu. Donc à ce niveau-là, on est super bien fourni. Maintenant, il faut voir si tout le monde sera en bonne santé et toute la saison. Ouais. Si les blessures s'arrêtent. Ouais. Ok. Alors, on a dit aujourd'hui le training, la pré-saison, les matchs de pré-saison commencent. Training camp, on y est déjà depuis 3 bonnes semaines, je dirais. Ouais. Comment vous abordez, on avait demandé ça mardi à Justin, comment vous abordez vous la pré-saison et le training camp et surtout les matchs de pré-saison? Est-ce que vous les regardez? Est-ce que vous en tirez des conclusions pour la fantasy? Est-ce qu'il y a des choses que vous espérez voir ou pas voir, etc., qui peuvent affecter vos drafts un peu plus tard? On commence avec toi, Aptine. Déjà, c'est marrant. Ça remet un pied dedans, donc c'est plutôt pas mal. Même si tu as certains staters t'as certains staters qui sont là, 1-2 drives, et encore, c'est juste histoire qui viennent sur la pelouse. Mais moi, je trouve ça super intéressant pour la construction des depth charts, surtout aussi les connexions qui se créent. Par exemple, moi, je regarde beaucoup les batailles de QB je vais essayer de suivre les batailles de QB de Pittsburgh parce que je pense que Big Ben, il a plus de saison. Peut-être il y en a encore une, mais on a vu à peu près ce que ça a donné l'année dernière. Là, on a changé de coach pour voir s'il pouvait lancer loin. On va voir si ça va marcher. Mais par exemple, moi, je me dis qu'un mec comme Dwayne Haskins, qui avait été drafté assez haut l'année dernière, qui est juste un imbécile, mais je pense qu'il a beaucoup de football. Mais moi, par exemple, quand je regarde les matchs des Steelers, c'est ce que je vais suivre. Et pour l'instant, moi, de ce que je lis pas des pré-saisons, mais des training camps, c'est qu'il fait du bon boulot et que pour l'instant, c'est lui qui a l'ascendant sur Mason Rudolph. Donc, si on parle de fantasy, s'il arrive aux manettes de Pittsburgh, il peut directement devenir un starter et l'un des 10 meilleurs QB de la ligue. Donc, par exemple, moi, je pense que la pré-saison, ça contribue à se faire un avis. Déjà voir comment quelqu'un joue, parce que c'est souvent les personnes que tu connais pas qui jouent en pré-saison, aussi des rookies, etc. Mais c'est surtout pour la construction des depth charts, peut-être des personnes, tu vois, qui commencent à bien jouer. Et tu verras au final, c'est souvent en pré-saison aussi qui se font leur vraie place. C'est pas au training camp, tu vois. Si le mec il drop 2 ballons en prime time et pendant un match de pré-saison, t'es pas sûr de le revoir, tu vois. Ouais. À part si tu as mis un premier round. Mais après, moi, c'est ça que je vais suivre et je me dis qu'en tout cas, déjà, ça met un pied dans la saison, c'est plutôt pas mal. Et aussi pour voir un peu les joueurs que tu connais pas, ce qu'ils valent. Et c'est souvent quand tu vas regarder un petit match comme ça, tu vas avoir un petit jeune que tu connaissais pas, que tu vas essayer de drafter par exemple en Dynasty. Et toi, Luc? Écoute, moi je me rappelle d'un exemple, c'était Tyler Lockett. Alors pourtant c'est un Seahawks, et Dieu sait si les Seahawks et les Niners c'est un peu la guéguerre, mais
Je me rappelle d'un match de pré-saison où je l'avais vu en retour de punt. Il avait traversé mais tout le terrain. Il était rookie cette année-là. Et c'est vrai que le fait, comme tu disais, hein, Aptin, le fait d'avoir vu ça, je me suis dit, ah tiens, sur la saison, je l'avais pris. Bon, il m'a pas servi à grand-chose parce qu'en tant que rookie, il n'avait pas forcément produit énormément. Mais je me suis dit, ah tiens, ce joueur-là, il va être intéressant. Et puis la preuve, les années d'après, c'est vrai qu'il a quand même beaucoup produit. Mais c'est vrai que là, les matchs de pré-saison, ils vont nous servir à ça. Ils vont nous servir surtout à voir certains joueurs. Là, je pense que cette année, les batailles de QB, ils vont être intéressantes aussi. Hein. Il y a pas mal d'équipes où on ne sait pas encore. On a vu, je crois, à Denver, il y a Locke qui démarre ce soir et ça sera Bridgewater qui démarrera la semaine prochaine. Après, il y a au Sens aussi, il faut voir qui va commencer. Est-ce que ça va être Winston? Est-ce que ça va être Tyson? Enfin, il y a plusieurs équipes qui vont être intéressantes à ce niveau-là. Et puis après, c'est découvrir aussi, comme tu disais, le depth chart où tu vas enfin voir qui va être WR2, 3, qui va pour les dynasties, etc., qui va pouvoir produire par la suite, etc. Ça va être intéressant à ce niveau-là. Parce que c'est vrai qu'après, au niveau du jeu, au niveau des titulaires, c'est vrai qu'on ne voit pas. Non. C'est pas là qu'on va les voir, quoi. Surtout avec les risques de blessures maintenant, etc. On les verra plutôt de moins en moins. Oui, et du coup, Aptin, tu as parlé de Dwayne Haskins. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui sont sur ton radar là pour les 2-3 semaines à venir? Il y a des mecs que tu as envie de voir? Non, après, c'est plus un peu les rookies ou des personnes qui font un peu sensation, enfin des noms que moi je connaissais pas forcément, qui commencent un peu à faire sensation. Tu dis, bon, à voir ce que ça va donner. J'inclus, tu sais, Arnox dans la partie pré-saison, tu vois, parce que je pense qu'on va y revenir, mais je pense qu'il y a beaucoup de hype qui est en train, qui va être créé autour de l'équipe de Dallas qui est fantasy. Enfin, si on parle fantasy, ça peut j'ai être regardé. vraiment pas mal. Vous l'avez vu déjà l'épisode ou pas? Non, je l'ai pas vu, non. On m'a dit que les personnes qui étaient déjà vraiment high sur ces dilemmes, en gros, là, ils allaient les drafter au premier round. Avec une main. Ça explose. Moi, je l'ai regardé hier. C'est vrai que c'est bien fait. Et ouais, CD Lamb, justement, tu parles de CD Lamb. J'ai mis un tweet ce matin sur quelques changements en ADP qu'on a vu. Et CD Lamb, il explose. Il passe largement devant Amari Cooper. Au point que Amari, on se demande si c'est pas le value pick maintenant à Dallas, quoi. CD Lamb, moi, c'était un de mes gars. On va parler de breakout tout à l'heure. Ça aurait été, si on avait fait cette émission il y a 1 mois et demi, je t'aurais dit CD Lamb, et maintenant je peux même plus dire CD Lamb parce que le gars, je suis même pas sûr de l'avoir dans mes équipes. Il part parfois au début du 3e round. Mais effectivement, c'est un des joueurs les plus populaires de ce début de cette avant-saison. Et on a vu aussi, puisqu'on est sur le topic, dans les meilleurs running backs, tu as Zeke, aidé aussi par Hard Knocks et le fait que ce soit Dallas, Zeke et Camara qui montent, Barclay et Jonathan Taylor qui baissent. Et je sais plus ce que j'avais mis d'autre. Je crois que j'avais mis, oui, que Melvin Gordon était passé derrière Javonte Williams. Alors du coup, Javonte Williams, c'est un de ceux que j'ai envie de voir, moi. Un des rookies que j'aimerais bien voir parce que j'avoue que j'ai jamais trop vu jouer. Moi, je regarde pas beaucoup d'université. Je suis obligé de choisir un peu mes batailles. Et Javonte Williams, j'en ai entendu beaucoup de bien. J'ai vu quelques highlights. J'ai jamais vraiment vu jouer. Et donc ça, c'est un joueur que j'ai envie de voir. Mais ouais, à part ça, sinon je vous rejoins. Moi, c'est effectivement histoire de valider quelques rookies, on voit les vidéos de training camps où les mecs ils sont pas vraiment sur des vraies oppositions, tout ça. Tu vois tout de suite si les mecs ont l'air confortables ou pas sur le terrain, s'ils ont l'air de comprendre. Rappelez-vous Cordarrelle Patterson qui était ultra athlétique et tout, et on disait mais en fait le mec il comprend pas le playbook, il sera jamais sur le terrain parce qu'il comprend pas ses assignments, il comprend pas quand il faut bloquer, il comprend pas, tu vois. Donc ça c'est vrai que les matchs de pré-saison ça te permet de le voir. Et de valider un peu les choix. Après, il faut faire gaffe aussi à pas justement se laisser trop influencer par la hype en pré-saison. Un mec qui fait des matchs de ouf, qui fait des highlights, des machins, on se dit ah, ce mec-là, ouais, personne le connaît, ouais, je le prends. Et en fait, ça reste un. Ouais, bien sûr. Après, c'est sûr que c'est le risque. C'est le risque à prendre. Maintenant, c'est vrai que ces matchs-là, déjà, ça remet un peu dans la hype de la NFL, mais ça permet de voir certains joueurs que, là, comme tu disais, ça va être surtout les rookies, je pense. C'est surtout ça qui va nous intéresser. C'est savoir quel rookie va commencer à performer, est-ce qu'ils en valent vraiment la peine, etc. Surtout que là, cette année, il y a quand même une bonne cuvée au niveau des RB, etc. Donc, je pense que ça va être là où on va pouvoir voir certains. Comme tu disais, Williams, Sermon, Etienne, etc. Je pense que ça va être intéressant de voir tout ça, quoi.
Ouais, absolument. Et sinon, dans les news, on a vu que deux choses, je pense, importantes cette semaine. On a vu que Carson Wentz, finalement, sa blessure est moins grave que prévu, que Indianapolis récupère aussi Nelson. Nelson. Du coup, Jordan Taylor, qui avait commencé à baisser un petit peu à la fin du premier round, et ben potentiellement là, si on draft tout de suite, pour les gens qui draftent maintenant, c'est peut-être une bonne value, même si ça reste un pick un peu risqué selon moi parmi tous les running backs du premier round. Et Barclay est de retour à l'entraînement aussi. Pour le moment, pas vraiment de setback. Il prend son temps, ils sont intelligents avec lui, ils sont pas là en train de dire ouais le mec il va jouer 25 carries des week 1, donc voilà, drafté en connaissance de cause, peut-être rater un ou deux matchs, peut-être commencer doucement, mais à mon avis d'ici octobre, s'il se reblesse pas évidemment, ce sera une blessure qui sera pas forcément liée, hein. On sait que le poste de running back c'est dangereux. Moi ce qui me fait marrer, c'est que je vais avoir votre avis là-dessus. Ce qui me fait marrer, c'est que McCaffrey, c'est le numéro 1 dans absolument tous les rankings, dans toutes les ADP, et ça, il a jamais bougé de numéro 1 depuis le mois d'avril, alors que le mec revient d'une saison où il a été blessé toute la saison. Et on parle absolument pas de risque de reblessure, de machin, de trucs, alors que ça fait 3 ans qu'il est au top, qu'il est dans une équipe qui va pas non plus jouer les playoffs, etc. Avec un nouveau QB, un nouveau coordinateur offensif, etc. Enfin, il y a vachement, pour moi, vachement d'inconnus, et on le draft comme si c'était le mec le plus safe de l'histoire. Est-ce qu'on a raison, ou est-ce que pourquoi ce serait pas Dalvin Cook ou Derrick Henry du numéro 1? Aptine, tu veux commencer ou Comme tu veux. Moi, je suis prêt, mais je te laisse commencer. Vas-y, je te laisse. Non, vas-y. Je laisse l'expert faire, puis après, je donnerai mon. Expert, je sais pas, mais je vais essayer de répondre. En tout cas, je pense que pour moi, il est loin d'être très safe, mais cette année, je trouve les running backs qu'il y a autour de lui ne sont pas forcément meilleurs et dans de meilleures situations. Moi, je pense que Camara et lui se valent un peu. Derrick Henry, on sait. Alors lui, ils lui ont donné 300 carrés tous les ans. Lui, je pense qu'en peut-être 4 premiers matchs, il peut tomber, il va pas se relever, tu vois. Ouais. Si on parle de demi-pépère, il est pas foufou. Maintenant qu'il y a Julio Jones, il aura encore moins de ballons. En tout cas, ça sera pas. Je ne vois pas une saison à 2 milliards pour un Derrick Henry. Après, je pense que chaque running back a un gros problème. Moi, Zeke, cette année, j'aime pas du tout. Je trouve l'année dernière, il n'a pas été bon. Et là, je me dis, il revient une année en plus avec un Dak Prescott qui veut justifier son contrat, où il a maintenant 3 superbes targets à qui il va devoir donner la balle. Moi, je pense que là, le jeu de Dallas qu'on disait, c'était jeu au sol, jeu au sol, jeu au sol. C'est un peu fini. Là, il va passer plus par la passe. Et donc, je me dis, Zeke, il ne le mérite pas. Camara, maintenant qu'il n'y a plus Breeze, on ne sait même pas c'est qui le quarterback. Michael Thomas, il chouine de son côté. Les scènes, c'est pas sûr non plus. Donc, au final, est-ce que c'est pas McCaffrey le plus safe, pas au point de vue de la santé, mais au point de vue de ce qui se passe autour? On a perdu Aptine. Aptine, parce qu'il disait trop de bien sur McCaffrey. Non, il est de retour. C'est ça. T'es de retour. T'es de retour, Aptine. Du coup, je sais pas où ça a coupé, mais je disais qu'au final, enfin, pour moi, c'est plus les running back. Ouais, je crois que je suis en décalage, c'est horrible. Ok, bah du coup, Luc, est-ce que tu avais un avis? Je pense que Aptine, ça va revenir à Non, zéro. je rejoins complètement Aptine. C'est vrai que la situation des running backs elle paraît assez compliquée. Après, McCaffrey, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est dans le run, il est très bon, et dans le catch, il est très bon aussi. Donc, dans un format PPR, il va marquer énormément de points, parce qu'il va te faire 7 ou 8 réceptions par match. Il va te faire, on va dire, entre 80 et 100 yards par match. Enfin, il va produire énormément de points, ça, clairement. Ouais. Que ce soit avec Darnold ou pas Darnold, de toute façon, il va produire. Maintenant, numéro 1, ouais. Il y a quand même du monde qui pousse derrière, quoi. C'est vrai que Camara, pareil, je pense que peu importe avec qui il sera, Camara marquera. Zeke, est-ce qu'il va revenir? Est-ce que ça va être un comeback? Peut-être. Après, il y a Cook aussi qui peut être très intéressant, je pense, dans l'offense des Vikings. Enfin voilà, il y a quelques joueurs qui peuvent pousser derrière. Maintenant, je pense que ouais, McCaffrey il reste largement devant pour moi.
Ouais, moi je pense c'est le truc le plus safe avec lui, c'est son workload. C'est sûr que ça sera un workload de ma boule encore et que tant qu'il se reblesse pas, effectivement, je pense qu'il y aura pas de souci. Mais ça me faisait plaisir de poser la question parce que c'est vrai qu'on parle toujours de Barkley comme un pick risqué, on parle de Zeke comme un pick risqué et tout ça. Et puis McCaffrey, personne n'en parle. Tout le monde juste part du principe que c'est le premier à partir sur les drafts et, et on n'en entend même pas parler. Je crois que j'ai vu 0 news sur lui toute l'intersaison. Après, apparemment, Darnold a Aujourd'hui, l'air avec de produire quand même. Il a l'air de, Ouais. à l'entraînement du moins, il a l'air au niveau des passes, il a l'air de produire. Donc, C'est une faut voir ce que ça superstar va donner. d'Arnold. Très jeune encore. Ouais. Non, mais Mais aujourd'hui, il n'y après, a pas voilà, que Camara avec qui les n'a pas eu de massifs, grosses blessures qu'on a citées. Cook. Cook, il a été Ouais, et blessé, Derrick Henry aussi. un gros Il a été moment. blessé. Cook, Ouais, il a Derrick eu Henry pas mal de aussi. petites blessures. Ouais, ouais. Et Derrick Henry, il a jamais été blessé. Ouais, mais Que Henry, je je sache. pense que ça. Ça sera l'année Derrick prochaine. Henry, c'est un surhomme. Ouais. Oui. C'est une bombe Oui. à retardement, Derrick Henry, Ah, oui. le pauvre. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'à un moment donné, c'est comme tu disais, il va tomber, il se relèvera pas. Il peut pas Ah continuer ouais, ils comme sont en ça train pendant de 5 ans. C'est pas franchise possible. tag, franchise tag, et le mec, ils disent, ouais, mais tiens, tu vas quand même prendre 300, 400 carries et tu fais tes 2 milliards, et on est content, mais enfin, Non, puis ouais. là, il y a quand même pas Là, je mal de pense qu'on, targets au niveau de la passe. Comme tu disais, il y a Julio Jones, il y a E.J. Brown. ouais, Enfin, là, il y a quand même plus de monde offensivement. Donc, je pense qu'ils vont. Enfin, j'espère qu'ils vont l'économiser un peu parce que s'il continue comme ça, ouais, il va à un ouais. moment donné, il va s'écrouler, quoi. Alors, inversement, si du coup, il y a quelques pics risqués au premier round, dans le deuxième ou troisième, il y a d'autres running backs. C'est souvent là qu'on voit les running backs vraiment qui sont des mecs qui te font gagner leur ligue, à part ceux que tu prends qui sont des remplaçants et qui te font gagner la ligue parce que du coup, tu te retrouves avec 2 RB1 en ayant pris un remplaçant une fois que le mec se blesse. Mais dans le deuxième round, il y a des mecs intéressants. Je vais vous dire je vais vous donner quelques noms et vous me dites celui qui vous intéresse le plus pour ces drafts. Entre Najee Harris, Austin Eckler, Antonio Gibson, Joe Mixon, J.K. Dobbins ou Clyde Edwards-Helaire. Qui serait le mec que vous premier et le dernier. targeteriez le plus? Donc Helaire et Claire pour toi. Non, ça. et Harris, pardon. Et Harris, Le ouais, premier, Najee c'est Harris. Harris. Ouais. Harris, c'est le cœur qui parle, je pense. Non? C'est le cœur, et surtout qu'au Ouais, final, le volume. franchement, si on a mis Ouais, un il va premier avoir du round volume. dans un running back, c'est pour en faire une Derrick Henry. On va lui donner la balle. On sait C'est que ce que Big j'allais Ben, dire. ça rejoint ce que je disais sur Big Ben, mais surtout que nous, les Steelers ont été le plus fort quand ils avaient un gros jeu C'est à ça. la course. Je pense à Lievon Bell, mais il n'y avait pas que, même quand on avait DeAndre Williams qui faisait un super boulot, c'était pas genre l'un des meilleurs running backs, mais notre jeu passait par ça. Et là, le coordinateur offensif qu'on a pris, les linemen offensifs aussi qu'on a pris, c'est plus des personnes qui pourront ouvrir des brèches et courir pour faire, tu sais, des blocs au running back. Donc là, je pense que là, on a déjà un peu mis les bases pour dire que ça sera un jeu qui sera basé sur la course. Un premier pick, généralement, quand tu mets d'un running back, c'est pour le faire, enfin, pour l'utiliser directement. On regarde quand on avait Saquon Barkley il y a 2-3 ans maintenant, 3 ans maintenant. Pour moi, Najee Harris, c'est sûr et certain qu'il va faire. S'il se blesse pas, pour moi, c'est sûr et certain qu'il va faire une grosse saison. Et LR, c'est juste que il est au Chiefs, ça va faire que d'avancer. Et au final, il y aura toujours un ou deux mecs qui va être obligé de dropper et aller aider les corners et les safety. Donc il y aura toujours moins de personnes dans la boîte. Et pour moi, c'est que de la logique. C'est un bon joueur. Mais c'est surtout, il est juste entouré par une offense de dingue. Que tu mets n'importe quel un peu running back, un mec comme Spencer Ware qui était pas forcément un super running back en termes de skill set, il te faisait des scores toutes les semaines de running back 1 large. Donc là, je me dis, si tu prends un bon running back, tu l'aides, etc. En plus, il est vraiment bien, hein. Il est vraiment bon. En plus, il est vraiment petite passe, il catch, il est court, etc. Il est intelligent, il voit bien le jeu. Donc pour moi, je targeterais ces deux-là personnellement. Ok. Luc, t'en as un autre que t'aimes ou t'es Écoute, d'accord? moi j'aurais dit LR direct. J'aurais dit LR direct parce que je suis complètement d'accord avec Aptin. Je pense que cette année, je pense qu'il va avoir un gros volume de jeu. Il va être très très intéressant dans la fantasy, je pense. Ça va être un gros scoreur. À mon avis, ça va être un gros scoreur cette année. Après le deuxième, alors j'aurais hésité entre Harris et. Je te laisse Mixon parce que je sais que tu vas parler de Mixon, donc je te laisse Mixon. Mais Ekeler peut être intéressant. Et ouais, après, j'en vois pas forcément d'autres. Après, ils sont tous intéressants, hein, tous les noms que tu as donnés. Ouais, forcément, Voilà, mais
Ça va être des top armés, mais c'est les 3 que j'aurais ciblés. Sincèrement, c'est les 3 que j'aurais ciblés au deuxième round comme ça. Ouais, c'est les 3 que j'aurais ciblés. Juste par esprit de contradiction, je vais évidemment dire Antonio Gibson. Qui pourrait être un breakout qui a vraiment bien fini l'année dernière. Tout le monde s'accorde à dire que déjà on oublie qu'il avait quasiment jamais joué running back avant d'arriver en NFL. Il a été drafté comme receveur, hein, ils l'ont mis running back. Il a été bizarrement très peu impliqué dans le jeu à la passe l'année dernière, et là ils ont dit ouvertement qu'ils allaient l'impliquer plus. Alors est-ce qu'ils vont le faire ou pas, je sais pas, mais en tout cas déjà l'année dernière il finissait très fort. Je pense qu'il est prêt à prendre tu vois, sur sa deuxième année, prendre un peu plus de volume. Surtout si la défense de Washington tient la route comme elle est très très forte et qu'ils jouent dans une division assez faible. Si leur offense est juste devant et qu'il faut justement, c'est des matchs assez serrés dans lesquels la défense tient bien et où le running game peut être important, je pense qu'il va avoir beaucoup de ballons. Et Mixon, j'en ai déjà parlé par le passé, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais je pense que Mixon, on l'a un peu enterré parce que justement, il a eu cette blessure embêtante l'année dernière. Et que cette année, avec la quantité de ballons qu'ils vont lui donner, et tous les rapports d'entraînement du training camp justement disent que Mixon c'est le joueur le plus impressionnant offensivement des Bengals. La grande question évidemment c'est la ligne offensive qui est faible. Mais je pense que s'ils arrivent à donner le ballon bien à Mixon et avec les 3 receveurs qu'ils ont, qui sont tous les 3 excellents, à libérer un peu des espaces, c'est pas comme si les défenses allaient pouvoir se concentrer sur Mixon comme c'était le cas il y a 2 ans ou en début d'année dernière. Je pense qu'il peut en surprendre pas mal aussi. Juste un mot sur Mixon, il fait un peu partie du pool de joueurs où je pense que c'est un peu l'année make or break, tu sais. Il y a lui, il y a Juju Smith-Schuster, et je me dis que là, s'il se chie encore sur une année, c'est terminé. Ce gars-là, un Juju aussi, je suis pas sûr qu'il trouve un gros contrat dans notre équipe. Donc c'est où ils font une grosse saison, on se dit ok, au final c'est des bons joueurs, donc ils vont avoir un gros contrat l'année prochaine. Où on se dit il y avait que de la hype et ils ont fait 2 bonnes saisons parce qu'ils étaient avec tel ou un tel et rien derrière quoi. Mais déjà, Mixon, ça fait 3-4 ans qu'il est là, même 3-4 ans maintenant, non? Ouais, ça va être sa 4e année, je 3-4 crois. ans, et au final, c'est le plus vieux de l'offense, tu vois. Ouais, absolument, absolument. Et justement, ces 2 premières années, il faisait face à des grosses. Il n'y avait pas d'attaque aérienne, donc tout le monde défendait sur lui. L'année dernière, il avait bien démarré, pas trop mal démarré, mais il s'est blessé. Et là, cette année, il n'y a même plus le backup parce qu'il y avait toujours Giovanni Bernard dans les jeux à la passe. Là, il n'y a plus personne. Donc logiquement, c'est effectivement make or break. Moi, je pense qu'il a une opportunité en or. De là à ce qu'il la saisisse, je suis pas devin et je suis pas particulièrement fan de lui, mais je dis juste qu'il a une super opportunité, peut-être la plus belle parmi tous les mecs qu'on a cités. Avec Najee Harris, parce que lui non plus. Là, je regardais derrière lui, en fait, il n'y a personne. Non, il y a strictement personne. Il y a Samaje Perine et c'est tout. C'est ça. Donc il y aura. Ouais. C'est ça. J'espère qu'il se blessera pas. Et alors une dernière question pour la route. Premier round, parmi les joueurs suivants, vous prenez qui? Zeke, Derrick Henry, Camara ou Cook? Je t'en prie. J'hésiterai entre Camara et Cook, mais je prendrai Camara. Pareil. J'hésiterai entre Camara et Cook et je prendrai Camara. Ça marche. Moi, je pense que je sais pas. Je pense que je prendrai Cook. Je pense que j'hésiterai. Mais de sûr, je prends pas Zeke si tu veux. Non, mais alors je suis d'accord avec toi, Zeke, même s'il pourrait faire vraiment une saison rebond, mais même une saison rebond, je suis pas sûr qu'il puisse faire un top 3. Henry, oui, mais on l'a dit, j'ai peur qu'un jour les roues tombent, comme on dit en anglais. Et Camara, moi je suis plus inquiet que vous, on en avait parlé pendant la dynastie aussi. Je suis plus inquiet sur Camara avec tout dépend de qui gagne la bataille du QB en fait. Et si c'est Taysom Hill, j'ai vu beaucoup de matchs où Camara était un peu ignoré et il perdait pas mal de volume. D'un autre côté, en fait c'est un joueur sur lequel pour moi
l'éventail des résultats possibles est vachement élevé. Il pourrait, comme il a disparu pendant 5 matchs l'année dernière, ça m'inquiète. D'un autre côté, il a terminé avec ce match à 5 touchdowns. Donc il est toujours là. Michael Thomas est blessé, donc du coup il n'y a plus de receveur, donc forcément ils vont l'impliquer. Donc effectivement il y a plein de trucs qui peuvent se passer. Il peut très bien finir top 2, top 1, mais je le vois aussi potentiellement même pas finir RB1. Donc j'ai un peu plus peur. Alors que Cook et Henry, c'est plus une histoire. Je suis sûr de leur performance. Seul truc qui peut les empêcher, c'est la blessure. Ouais. Mais bon, avec Amara, t'enlèves un peu ce risque de blessure parce que, comme on le disait tout à l'heure, ça a été le moins blessé du lot. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. En plus, Cook, c'est stylé à avoir joué, tu vois, il se passe des choses. Ouais, c'est vrai. Ok. Alors, passons au sujet principal, du coup, qui était de regarder nos candidats pour breakouts, busts, sleepers, et aussi s'il y a des mecs vraiment qu'on cible agressivement dans cette draft ou au contraire qu'on évite. Alors, juste pour la petite définition, donc les breakouts, pour moi, c'est des mecs qui sont soit rookies, soit vétérans, mais qui n'ont jamais vraiment fini dans le top, enfin titulaire, dans le top 24 à leur position, disons, ou tout juste, et qui là cette année ont une opportunité pour finir pour finir un mec que tu RB1, RB2 ou WR1, 2 que tu startes toutes les semaines. Sleeper, c'est plus un gars qui simplement est trop bas selon vous dans les rankings, dans les ADP, qui va surperformer significativement son ADP. Et bust, alors ça peut être un mec qui est drafté en général dans le top 40, quoi, dans les 3-4 premiers rounds, et que vous voyez ne pas finir titulaire à sa position, pas finir RB1, RB2 ou WR1. Donc, si on commence par les breakouts, on va faire ça pour QB, RB et receveur, parce que tight end, je trouve que la position n'est pas vraiment assez profonde pour ça. Donc, en QB, et on commence par toi, Luc, notre invité. Qui est ton breakout pour la saison? Je peux faire un Joker. Non, je pense que Trey Lance, il peut être intéressant. Après, c'est un peu le côté Niners, mais je pense qu'il peut être, au niveau fantasy, il peut être très intéressant si jamais il start assez rapidement. Ouais, 100% d'accord. Le jour où il start, c'est les mecs, il faut être patient, il faut être intelligent quand on le draft. Si vous draftez Trey Lance, prenez, je sais pas moi, Fitzpatrick, un mec qui start au début de la saison, Tyrod Taylor peut-être, un mec, vous êtes sûr qu'il va démarrer, qui coûte pas cher à la draft, qui vous tient quelques semaines. Je suis avec toi, Luc. Je pense pas que, sincèrement, je pense que d'ici 4-5 semaines max, on a Trey Lance à San Francisco et qu'il va être très bon. Aptine? Je te laisse commencer. Ok, alors moi j'ai Daniel Jones. Ok. Oh non, t'as pas osé Non, faire ça. Daniel Jones. Non, mais alors Daniel Jones, parce que non, je dis ça pour rire parce qu'on en a parlé rapidement dans un de nos chats. Daniel Jones pourrait être, c'est un candidat pour moi. C'est pas celui que je vais dire, mais c'est un candidat parce que sincèrement, je comprends pas vraiment sa performance l'année dernière. La première saison, son année rookie, il avait fait du bon et du mauvais, comme un rookie peut le faire, mais il avait vraiment montré des belles choses. Certains matchs en fantasy, il avait montré une capacité à la course. Il avait gagné un match, son premier match contre Tampa Bay. Il gagne avec un rush touchdown à la fin. Il avait fait quelques bons matchs. Et puis l'année dernière, mais zéro. Et alors, il perd Saquon Barkley dès le deuxième match, ça l'a pas aidé. La ligne offensive est la plus mauvaise de la ligue. Ça l'aide clairement pas. Le truc qui m'inquiète, c'est les fumbles, plus que le reste. Les fumbles, je trouve que c'est un truc, quand tu as autant de fumbles comme ça dans ta carrière, quasiment un par match, c'est un truc qui est hyper difficile à corriger, surtout quand tu as une ligne offensive qui ne te protège pas. Mais avec toutes les armes offensives qu'ils lui ont rajoutées, je me dis, on parlait de make or break, lui clairement c'est make or break. C'est la définition. S'il n'est pas bon cette année, il sort de la ligue. Il aura même pas, je suis pas sûr qu'il continuera.
Mais j'avais vu des bonnes choses il y a 2 ans et si le calendrier est un peu plus sympa, il joue Dallas 2 fois, il joue, tu vois, il va y avoir des équipes qui ça va pas être le calendrier qu'il y a eu au début de l'année. Si Barkley, est en bonne santé toute la saison, ça va pas être la même. Je pense qu'il peut faire, alors de là à finir, si la définition c'est qu'il va finir dans le top 12 des QB, je suis pas sûr. Mais je pense qu'il va faire mieux que ce qu'on croit. Après, il a toutes les armes pour. Exactement. Hormis peut-être la O-line. Hormis la O-line, ça c'est le seul problème, ça n'a pas été voilà, après, au niveau receveur, franchement, il a un corps de receveur qui est super intéressant. Maintenant, moi perso, je ne crois pas. Non, mais justement, c'est pour ça que c'est ça qui est marrant, c'est de prendre des choix un peu. Le but, c'est pas de créer un consensus. Aptine, du coup, t'en as un On Sinon, parle je vais te dire qui tu choisis. Non, bah vas-y, tu veux faire ça? Bah, tu choisis Tua Tagovailoa. Breakout. Franchement, je sais pas. En gros, s'il y a bien un joueur où je peux le mettre dans Bust et dans Breakout, je te mettrais Tua. Pour l'instant, je suis plus un peu pas du côté Bust, mais du côté où il va pas, où ça va pas aller. Je pense qu'il y a beaucoup trop de hype, etc. Donc, pas Tua. Franchement, tu m'aurais dit Stafford, j'aurais dit oui. Ouais, mais Stafford a déjà fini plein de fois dans le top 12, ça compte pas. C'est plus des mecs qui ont jamais vraiment été QB1 et qui cette année pourraient finir dans le top 12. Ouais. Mais ouais, donc bah du coup, tu as, je suis d'accord avec toi. Hein, évidemment, ça peut aller dans les deux sens, mais avec là, il a plus Fitzpatrick pour rentrer en plein match. Il a plus, il a une ligne offensive un peu revue. Il a Gaskin pour le moment, il est en bonne santé. Il y a des backups qui sont pas mauvais. Ils ont investi Will Fuller, Jalen Waddle sur les receveurs. Il y a toujours Gesicki en tight end. Il a des armes. Il a plus son grand frère derrière l'épaule qui rentre dès qu'il fait une connerie. C'est son équipe, c'est à lui de prouver qu'il peut passer ce cap. Donc je le vois bien, tu vois, être capable de finir dans le top 12. Ouais, je viens d'ouvrir un ranking où on voit les ADP. J'aime bien Fitzpatrick. Je pense que Fitzpatrick, il peut facilement, quand tu starts, tu sais plus un sleeper du coup. Oui, ouais. Non, même au final, enfin, si tu fais juste par rapport à son ADP, franchement, pour moi, enfin, son ADP, il est combienième là? Il est 24e QB, Ouais, c'est pour ça que je dis, parce que j'avais donné une définition avant, en disant sleeper, c'est un mec qui va outperformer son ADP. Et breakout, c'est un mec qui a jamais été dans le top 12. Fitz, il a eu plusieurs saisons bien. Il peut être intéressant, Fitz. Ça va être, clairement, ça va être un QB qui va être intéressant cette année, je pense. Avec son lot de fantasy, etc. Mais il peut être pas mal. Ouais. Et puis au niveau des receveurs, tout ça, il a quand même du beau monde. Il a Gibson en running back, etc. Ça peut être intéressant. Washington, cette année, ça va être intéressant. Ouais. Ça va être. Va falloir jeter un œil sur eux, je pense. Non, mais je vais mettre Sam Darnold. En plus, on a déjà parlé. En plus, Marc sait que je l'aime bien. Merci. Non, mais oui, en plus, mais je suis bête. En fait, c'est parce qu'il était. J'ai dû rescroller encore une fois. Je me disais, ah oui, c'est vrai qu'il est là. non, Sam Darnold, moi, depuis le début, enfin, même là, quand on avait parlé des Jets, je le défendais beaucoup. Non, pour moi, Darnold, il n'a pas eu sa chance. Il arrive dans une bonne équipe. En termes de skill autour de lui, c'est bien, mais c'est plus le coaching que je trouve extrêmement sérieux. Ça fait un peu comme un Washington. Pour moi, ça se vaut un peu. Bonne défense, équipe de jeunes. Ils sont très sérieux. Le coaching est très sérieux et au final, tu vois, ça joue bien au football. Et Darnold, pour moi, ça reste un bon joueur. Il est entouré. Make or break. Mais je suis plutôt optimiste. J'espère en tout cas qu'il va faire une bonne saison et ouais, je le mettrai plutôt dans Breakout. Et c'est un mec que moi je vais targeter, que je target déjà dans mes ligues. Donc, tu vois, moi, c'est le mec qu'on a pris en dynastie. On était assez d'accord quand on parlait. J'étais surpris au début. Je me disais, putain, le mec va me tuer. Je vais lui proposer Darnold et tout. Et non, moi, Darnold, c'est quelque chose que. C'est un bon joueur dans une bonne équipe. Il est jeune. Ouais, je suis d'accord. Moi, il est super jeune. Il mérite une deuxième chance parce que les Jets, c'était un feu de. Il n'y avait rien pour lui là-bas. Il n'y avait absolument rien pour lui. Il a eu en plus des conneries. Alors après, c'est peut-être de sa faute, mais genre la mononucléose, le machin. Il était toujours
il est dans tous les sales coups. Alors, est-ce que c'est juste un chat noir et que voilà, ou est-ce qu'il a du talent et que ce nouveau départ avec des bons receveurs, McCaffrey derrière lui, une bonne, comme tu dis, un staff hyper professionnel, loin des médias new-yorkais et tout ça, ça aura plus rien à voir. Et peut-être qu'effectivement, on l'a vu faire des highlights lui aussi. C'est un peu comme Daniel Jones. On l'a vu faire des plays superbes. Et globalement, il a juste vachement déçu sur l'ensemble de sa carrière, mais il peut très bien rebondir. Alors du coup, les busts au poste de QB. Bust, c'est plutôt un mec qui est drafté assez tôt, mais qui risque, selon vous, de décevoir pas mal de gens qui ont justement utilisé un draft pick assez élevé pour avoir. Si vous voulez, je commence, mais Commence. Ouais. Alors moi, celui qui m'inquiète un petit peu, c'est Justin Herbert, que je vois drafté. J'ai un ADP sous les yeux, de mémoire QB6, mais je le vois juste entre, tiens voilà, autour de Russell Wilson et Aaron Rodgers, entouré de Wilson et Rodgers. Pour moi, c'est trop haut. Rodgers, c'est clairement, surtout en redraft, c'est un meilleur choix, un choix plus safe. Herbert, il a vachement impressionné pour sa saison rookie. Je crois qu'il a été Offensive Rookie of the Year, il me semble. Mais il a super bien joué. Il a été jeté dans la gueule du loup comme ça, sans aucune préparation. Le deuxième match après qu'un médecin ait essayé de tuer Tyrod Taylor. Et contre Kansas City, le mec a super bien joué. Et il a fait une belle saison. Et petit à petit, ses performances baissaient un petit peu. Je me demande si là en plus il y a un nouveau coordinateur offensif, donc il doit apprendre un deuxième système en 2 ans. Bon, les joueurs n'ont pas trop changé, heureusement, mais et la ligne offensive a été renforcée. Mais ouais, ça serait le mec. Je me dis, je le vois entre Wilson et Rodgers. Pour moi, c'est trop risqué. Ce serait pas, je serais pas prêt à même mettre ce draft pick. Et d'ailleurs, dans la plupart de mes mock drafts, je me retrouve jamais avec Herbert dans mes drafts. Pourtant, c'est un joueur que j'aime bien, mais c'est juste trop. Je te rejoins. Je te rejoins aussi, ouais. Après, moi, j'avais pensé aussi à. Bon, après, il est quand même plus bas, mais à Burrow. Je sais pas s'il reviendra de sa blessure, sincèrement. Et puis là, sur les avis, voilà, sur le training camp, il a pas l'air d'être très sûr au niveau du genou, etc. Je sais pas. Moi, ouais, bon, après, il a le temps, il a le temps de se remettre, il a le temps de reprendre un peu confiance. Mais c'est vrai qu'il se promène avec son attelle là sur le genou. Il y a des rapports qui disent qu'il n'est pas encore super serein et sa ligne offensive est toujours pas terrible à la protection. C'est ça le problème. Mais moi, pour l'instant, les seuls avis, feedback négatif que je vois sur les joueurs, je vois Bureau, il prend extrêmement cher, quoi. Il y a le terme ugly qui est utilisé presque après chaque entraînement. Je me dis, c'est compliqué. Tu avais un vrai choix de ramener un mec de la ligne offensive. Ouais. Qui était mais l'un des meilleurs linemen qu'ils avaient eu depuis des années. Ils ont décidé de passer, même s'ils en ont pris un bon au deuxième round. Tu vois que c'est pas suffisant. Et ils avaient un T. Higgins qui a fait le taf. Ils ont toujours le troisième, j'ai oublié son nom, je sais que je l'aime. Tyler Boyd. Tyler Boyd qui est super bon. Mixon, ouais, je suis d'accord. Ils avaient pas vraiment besoin de Chase. Et c'est à se demander s'ils feraient pas bien de faire un trade avec Boyd s'ils peuvent contre un lineman. Mais bon, ça sera pas pareil que s'ils avaient drafté ce rookie. Ouais. Très risqué, ouais. Burrow très risqué. Je rejoins Luc sur ça. Ok, et est-ce que tu en as un troisième, Aptine? Moi, je suis vraiment pas fan de Matt Ryan cette année. Ah ouais, je suis d'accord. Matt Ryan, c'est avec et sans Julio Jones. Attention le bordel quand il n'y a pas Julio Jones. Alors, oui, et surtout que pour moi, il fait même plus partie des plans des Falcons, tu vois. Donc là, il est vraiment, j'ai l'impression qu'il est le cul entre deux chaises, mais il est en train de faire, Van Damme quand il fait son grand écart sur les deux camions. Là. Moi, je vois Matt Ryan comme ça. Je me dis, mais il est encore là, ok. Il n'y a plus personne de sa ligne offensive. Ok, il va nourrir Kyle Pitts. Mais je me dis, là, c'est vraiment pas le quarterback qu'il faut pour cette équipe. Je me dis, s'il y a une équipe qui essaie de jouer le titre sur les 2-3 prochaines années, pourquoi pas essayer de prendre Matt Ryan? Mais pour moi, il est vraiment. J'ai l'impression que en cours d'année, c'est le type qui peut se faire trader ou qui peut se faire bencher pour une raison. Et un peu une mixon, tu vois. Heureusement, Ouais, ils ont personne derrière. Heureusement, ils ont personne derrière. Ils ont personne derrière, mais plus une petite blessure, ils pourraient le bencher en disant ouais, la blessure. Voilà, donc moi, Matt Ryan, c'est un bon QB. En plus, tu dis c'est quand même dommage parce que t'as quand même Kyle Pitts, tu vois. T'as Ridley, les deux, c'est des machines. Et tu dis que ton quarterback,
sur les 6 premiers matchs, il va faire des bons scores. Je pense que les deux, ils vont scorer. Mais moi, c'est plutôt sur la deuxième partie où je trouve ça extrêmement flou et je me dis tout ce qui est lié à Matt Ryan, du coup, tight end, receveur et lui-même, ça me fait un peu peur. Alors, en connaissance de cause, parce que moi, je l'avais l'an dernier dans une des ligues qu'on avait ensemble, il est capable de te faire 30 points. Il va te sortir un match de folie. Et puis le match d'après va te sortir 8 ou 9 points avec 2 ou 3 interceptions, avec un fumble. Ouais, et est-ce que c'était pas justement lié souvent à la présence de Julio sur le terrain? Il me semble que oui. Moi, j'ai T'imagines ou plus pas? la stat sous les Dès yeux. que le mec il sort du terrain et tout. Après, Julio, il a été blessé quand même l'an dernier. Il jouait sur un pied, il jouait sur une jambe. Ça fait 10 ans qu'il a mal à l'orteil. Il a fait toute sa carrière. Il a fait toute sa carrière avec Julio Jones. L'année dernière, ouais, effectivement, Carolina. Enfin, faudra si quelqu'un a les matchs de Julio Jones sous les yeux. Mais Carolina, il fait un match de merde. Et New Orleans, il fait un match de merde. Et contre les Chargers, il fait un match de merde. Je vais regarder rapidement Jones, juste pour être sûr, mais je crois bien que ces stats avec ou sans Julio sont assez hallucinantes. Après, cette année, il aura quand même Et des voilà, armes ouais, Julio, c'est exactement ces matchs-là qu'il a raté. Green Bay, Carolina, New Orleans et les 4 derniers matchs. Mais bon, mais ouais, non, je suis d'accord. Et Matt Ryan drafté QB15 en plus là, actuellement en ADP, donc devant Baker Mayfield, devant Kirk Cousins, devant Big Ben, devant Tua, devant Derek Carr. Et devant Big Ben, c'est normal. Hein. Et devant Kirk un peu moins. Devant Kirk un peu moins. Et ouais, Derek Carr et Ryan Fitzpatrick, qui sont tous disponibles pas mal plus tard. Baker, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que cette année, on le voit, mais très très loin quand même. Alors que ouais, moi j'ai un peu de mal avec l'upside de Baker. Hein. Non, il score il a une bonne équipe et on lui demande de pas forcer. C'est exactement ça, c'est qu'il a quand même une très bonne équipe, il a tout ce qu'il faut offensivement pour scorer, mais c'est vrai que c'est pas un mec que tu vas prendre dans les 10-15 premiers parce que pareil, il est capable de te sortir des gros matchs et puis le match d'après va te sortir 5 points, 6 points. Ouais, alors le truc c'est que l'an dernier, dès que Odell s'est blessé, il s'est mis à beaucoup mieux jouer, y compris pour ses scores en fantasy. Et je pense que même s'ils le disent pas ouvertement, je pense vraiment qu'il essayait de forcer un peu le ballon vers Odell, oui, c'est sûr, pour l'impliquer, et que dès qu'il a plus été là, ça l'a libéré un peu mentalement. C'était plus le leader de l'équipe, etc. Il avait plus confiance en lui. Est-ce qu'il arrivera à carry over, comme on dit, ses performances, parce que l'année dernière, il a quand même fait 36 points de fantasy contre Tennessee, il a enchaîné 33 points contre Baltimore, 25 contre les Giants, qui avaient une bonne défense. Donc ça, c'était vraiment des bons matchs. Et si on sait que Cleveland, ils font beaucoup de jeux à la course, donc du coup, on lui demande pas trop de scorer. D'un autre côté, il prend pas énormément de risques et il fait pas beaucoup de conneries. Donc il a un plancher relativement haut, même si, comme tu as dit, il y a quelques matchs où il se plantait. S'il arrive à garder cette confiance et à dire, ok, Odell, mec, t'es un super receveur, mais c'est pas toi l'équipe et on s'est très bien débrouillé sans toi, et à distribuer le ballon comme lui le veut, peut-être qu'ils peuvent passer un palier. Mais moi je dis ça parce que j'essaie de jouer son avocat, mais personnellement je le pense pas. C'est pas un mec que je target non plus, Baker. C'est vrai que quand tu regardes son ADP, il est quand même relativement loin là. Il est 16e. Numéro 16, ouais. Il est 16e. Enfin, c'est pour un mec qui a des armes offensives comme ça, c'est vrai que c'est. Puis il est pas très vieux non plus, quoi. Tu vois, c'est bizarre, mais c'est vrai qu'il descend tous les ans, il descend un peu plus, quoi. Mais c'est quoi, c'est assez marrant parce que ça va en fonction du niveau de Cleveland. Au début, enfin, on lui demandait d'envoyer du ballon, ils étaient nuls et ils sont arrivés à une grosse défense, à un jeu à la course et ils ont dit, bah écoute, limite. Et les mecs, ils prennent 10-11 victoires à la saison, ils nous ont démonté en playoff. Et c'est pas Mayfield, tu vois. Donc c'était vraiment l'équipe, la défense, le jeu à la course, puisqu'ils ont quand même, enfin, ils ont Chubb et Hunt, enfin, c'est une dinguerie. Donc tant que ça marche fantasy, ils vont s'en foutre un peu. Ah oui, non, complètement. Ok les gars, on va enchaîner parce que le temps passe. On va enchaîner avec les running backs. Non, pardon, juste avant j'avais un dernier sleeper. Moi, j'aime bien Zach Wilson, mais du coup, on va pas passer 3 heures dessus. Ouais, on en a déjà parlé. Dans un épisode précédent. Mais j'aime bien Zach Wilson parmi tous les rookies. C'est celui limite dont on parle le moins. Il y a beaucoup de préavis sur les Jets. Qui est à mon avis pas justifié parce qu'ils ont quasiment tout changé, y compris dans le front office et surtout tous les coachs. Et je pense que parmi tous les rookies, c'est un mec vraiment pas cher, je crois QB 26 ou un truc comme ça, qu'on peut prendre tard dans la draft, qui pourrait en surprendre plus d'un. QB 27 même. Donc voilà. Running back,
Des breakouts. Qui veut commencer? Je laisse à petit. Ok. Je laisse la main. T'en as un ou pas? Je vais te dire, moi, j'aime bien. Comme ça va regrouper. Désolé de pourrir ta définition, mais j'aime beaucoup A.J. Dillon des Packers. Ah ben non, ouais, c'est bien. Ouais. Jeune, je pense que, ouais. fort, dans une superbe équipe, et tu sais que si Aaron Jones est amené, enfin on n'espère pas et c'est con de dire ça, mais s'il est amené à tomber, ce mec-là va être extrêmement fort. Même sans blessure, d'après les derniers commentaires, apparemment il serait beaucoup plus sollicité à la course que l'an dernier. Ouais, parce que Jamal Williams est parti. Jamal Williams, on se rappelle, il embêtait pas mal de monde, prenant des séries entières, des goal line carry, des machins. Donc si A.J. Dillon reprend ce rôle, il pourrait très bien être relevant dès le départ. Et effectivement, si une blessure arrive à Aaron Jones, complètement explosé. Et Tony Pollard aussi, je pensais à lui, du coup, c'est un peu la même histoire. Avec Mattison aussi qui peut être aussi derrière. Mais ouais, non, je suis d'accord avec toi là sur A.J. Dillon, c'est quelqu'un qui peut vite monter. Ouais. Ok, moi j'en ai un autre, j'aime bien Chase Edmonds à Arizona. Sa seule concurrence, c'est j'ai un trou de mémoire, celui des Steelers. James Conner, merci. Et dont on connaît la durabilité qui est pas ouf. Donc du coup, je me dis derrière, une fois que c'est bête de dire ça, quand ou si Connor se blesse, Chase Edmonds il est débarrassé de Kenyan Drake, c'est lui le RB1 et du coup il peut faire dans une offense pas trop mal. Il pourrait faire une très bonne saison, surtout si notre ami Kyler Murray fait un peu moins de goal line carry. Ça c'est moins sûr, mais par contre je pense que Connor fait pas tous les matchs et du coup Chase Edmonds je le vois bien finir dans le RB2 en fantasy sur la saison et ça serait un mec que j'aimerais bien cibler un peu plus tard dans les drafts. Un bust. Moi j'aimais bien J.K. Dobbins. Ouais. Je pense que c'est un bon scoreur. Niveau fantasy, je pense que cette année, il va. Après, pareil, est-ce que Lamar va moins courir, etc. Ça, on verra. Mais je pense que Dobbins va prendre le lead à Baltimore et je pense que ça peut être un gros scoreur fantasy. Ouais, l'année dernière, le problème de Dobbins, c'était qu'il était absolument pas impliqué dans les jeux de passe. Et il a beaucoup travaillé sur ça. Ouais, il a beaucoup scoré parce qu'il mettait un touchdown à tous les matchs. Et sur les 6 derniers matchs, il met un touchdown à chaque fois. Et malgré ça, il fait pas des scores de ouf. Donc Dallas 13 points, ensuite 12 points, 14, 13, 28 au dernier match parce qu'il met 2 touchdowns cette fois. Et absolument pas impliqué à la passe. Donc du coup, c'était un joueur ultra efficace. Je crois qu'il rushait plus de 6 yards par carry, un truc comme ça. Un touchdown quasiment à chaque fois qu'il jouait. Alors je suis d'accord avec toi, il pourrait très bien exploser. Pour qu'il explose, il faut que son rôle change. Il faut que son rôle augmente. Et si c'est ça, oui, je suis d'accord. Mais il y a quand même une petite réserve sur le fait que son rôle l'année dernière était assez faible et que c'est Lamar le RB1 finalement dans cette équipe. Ouais, après voilà, c'est ça. C'est pour ça que je disais savoir si Lamar va moins courir. Maintenant, apparemment sur le jeu de passe, il serait un peu plus appliqué aussi. Faut voir. Le problème, c'est qu'ils disent ça chaque année, Baltimore. Chaque année, ouais. Ça reste Baltimore, quoi. Ouais. Et bust, du coup, moi j'ai Miles Sanders qui fait partie des mecs draftés dans le top 1 à la position. Ouais. Miles Sanders, j'ai pas super confiance. Philly, ils ont rajouté 3 ou 4 running backs pendant l'intersaison. Je les vois mettre un claim sur Kerryon Johnson. Ils ont drafté un rookie. Ils ont fait revenir Boston Scott. Clairement, les mecs, ils ont pas ultra confiance. On parlait de certaines équipes où, comme Cincinnati, il y a un seul running back. Les mecs, ils disent ok, mec, c'est ton année. Tu vas courir jusqu'à ce que tu meurs. Lui, Miles Sanders, clairement, c'est pas dans leur plan de lui donner cet énorme volume de jeu. Et du coup, je me dis que c'est un choix risqué en RB 20 et quelques où il part. Mais pareil, sur le training camp, les commentaires sont pas très élogieux, quoi. Il y a beaucoup de drops, beaucoup de fumbles, etc. Ouais, RB 17 pour moi, c'est devant un DeAndre Swift, devant Chris Carson, devant des mecs comme ça, je pense que c'est un petit peu risqué. Aptine, du coup, t'en as un? J'aime pas trop d'Andre Swift. Juste parce que Jamal Williams. Non, mais pas par rapport. Je pense que le joueur il est bon, mais
une équipe pas forte avec un running back, en plus il y a Jared Goff qui vient et il y a Jamal Williams qui vient aussi lui prendre des balles, je trouve ça pas fou. Et les commentaires, et les commentaires des coachs à Détroit aussi, ils arrêtent pas de dire que Jamal Williams est le A running back et Swift le B running back. C'est un peu con, hein. Ils sont partis chercher haut l'année dernière, DeAndre Swift. Ouais, mais c'est plus du tout le même staff, donc c'est ça le danger. Le staff a changé. Ce staff-là, justement, ils ont fait venir Jamal Williams. Et du coup, pour moi, c'est Jamal Williams, c'est mon sleeper, puisque si tu veux, on peut enchaîner là-dessus. Jamal Williams est mon sleeper pour exactement les raisons que tu as dit. Les mecs le considèrent comme le mec qui va courir between the tackles, premier et deuxième down. Swift plus comme le mec qui va être utilisé à la passe. Heureusement, je pense qu'ils vont être en retard au score quasiment tout le temps, donc ils vont en plus avoir besoin de Swift que de Williams. Mais je vois bien Williams enlever des séries entières, être presque le RB1 sur la depth chart en termes de qui démarre le match. Et c'est un joueur que les équipes NFL aiment beaucoup, Jamal Williams. Un mec positif, un mec qui fout pas le bordel dans l'équipe, un mec qui fait tout ce qu'on lui demande et qui le fait bien. Et je suis d'accord avec toi, je pense que le volume de jeu de Swift risque de pas être celui qu'on attend de lui pour cette deuxième année. D'autres sleepers au poste? Moi j'en ai un, mais alors c'est un sleeper profond, hein. Mais Ouais, vas-y. c'est quelqu'un qui revient de blessure, c'est Rashad Penny. Ok. Je pense qu'il peut embêter Carson. Si jamais il revient en pleine forme, etc., je pense qu'il va pouvoir embêter un peu Carson. Après, je vois bien Trey Sermon aussi qui va profiter, à mon avis, de la demi-saison de Mostert d'habitude. Donc, je pense que lui aussi peut être productif. Hein. Yes. Moi, j'avais aussi Malcolm Brown à Miami, qui est un peu comme Jamal Williams, c'est un peu le même style, en moins talentueux. Le mec qui fait tout ce que veulent les équipes de NFL. Et par contre, nous, en tant que spectateurs et joueurs de fantasy, on regarde ça et on se dit, mais il est jamais dans les highlights, qu'est-ce qu'il fout là, il fait rien de bien, etc. Mais il fait rien de mal non plus. Et c'est vraiment le genre de joueur que les équipes NFL aiment bien. Et je le vois même potentiellement se battre pour ce poste de RB1 à Miami si jamais Gaskin a la moindre petite blessure ou faiblit. Ils n'ont pas utilisé un draft pick élevé pour Gaskin. C'est un nouveau, pareil, c'est des mecs c'est eux qui ont fait venir Malcolm Brown, c'est pas eux qui avaient fait venir Gaskin. Je crois que souvent on oublie un peu, on reste sur l'année dernière. Gaskin il sortait de nulle part. Pourquoi est-ce que Malcolm Brown pourrait pas sortir de nulle part et faire des bonnes perfs à Miami? C'est un mec qui tu peux avoir dans les derniers rounds, ça. Voire sur le waiver. Receveur du coup. Receveur breakout. Aptin, je sais pas si t'en as un, mais je peux te le donner parce que je sais que tu vas vouloir le citer. Vas-y. Mike Williams. Oui, c'est pas lui que j'allais citer, mais non, Mike Williams, c'est le mec d'ailleurs que j'ai piqué et je crois que j'étais quand même parti le chercher assez haut dans notre dynastie à nous. Pour les raisons que j'avais déjà citées, je crois que c'était lors d'un dernier podcast. Herbert, on sait qu'il va envoyer beaucoup la balle. Mike Williams, pour moi, il est extrêmement fort. Pour l'instant, il n'a toujours pas make a break, pareil. En gros, lui, ça fait un moment qu'on attend qu'il explose. Là, c'est une année où s'il explose pas, on va se poser beaucoup de questions. Il est très fort, faut pas qu'il se blesse. Et je pense qu'il a une vraie grosse carte à jouer. Et moi, je serais vraiment pas étonné qu'il finisse devant Keenan Allen cette année. Ouais, et en plus, le nouveau coordinateur offensif, c'est celui des Saints. Avant, qui a déjà annoncé que Mike Williams aurait le rôle de Michael Thomas dans l'offense des Chargers. C'est-à-dire qu'il va prendre que des passes de 2 yards et des slants. Dire, je suis meilleur. Je suis le meilleur des Fed. Can't guard Mike. Il va reprendre son Twitter, Can't guard Mike. Et ouais. La saison commence dans un mois. Je vais peut-être me faire opérer dans 2 semaines. Du coup, t'allais dire qui si c'était pas Mike Williams? Non, mais en fait, je vais venir compléter parce que j'ai une réponse qui est un peu générale. D'accord. Luc? Moi, c'est DJ Moore. J'aime beaucoup. L'an dernier, il a été plutôt performant. Après, je pense que là, avec DJ Moore, on l'aime bien. Avec Darnold, je pense qu'il peut être productif. Ouais, absolument. DJ Moore qui avait déjà fini 22e en 19 et 17e en 2020 et qui peut faire encore mieux. Moi, j'en ai un autre qui serait Jerry Jeudy. Oui. Jerry Jeudy qui joue super bien. L'année dernière, il a
a souffert du jeu des quarterbacks. Je crois que c'est celui, j'ai entendu une stat, alors je peux pas la ressortir de mémoire, mais il a eu le plus faible nombre de passes on target de toute la ligue. Et cette année, il y a toujours Drew Lock, mais si jamais Drew Lock s'est pas amélioré, il y aura Teddy Bridgewater qui est un choix plus safe. Et je pense que deuxième année, des additions au niveau de l'offense et tout ça, ça physiquement, au niveau de ses route running et tout ça, il est toujours aussi incroyable. Et les drops, ils vont se corriger si les passes sont un peu plus précises. Je pense qu'il peut exploser. Et du coup, c'est un mec qui avait de la hype l'année dernière, et comme il a déçu, il baisse. Et là, je pense que c'est le gars qu'il faut aller chercher. Du coup, juste pour compléter, ce que moi, c'est un peu les gros receveurs qui arrivent en deuxième année que je me dis qu'il faut targeter. Ouais, en général. Ouais. CeeDee Lamb en haut de la pile. Tu as cité Jerry Jeudy, Laviska Shenault. Ouais. Parce que lui, on savait que c'était un gros receveur, qu'il lui fallait vraiment une année pour qu'il vienne dedans. Là, tu lui mets un mec qui va faire que d'envoyer un peu dans tous les sens. C'est une équipe qui va souvent courir après le score, donc les jeux à la course, t'oublies, tu essaies d'avancer le plus rapidement possible. Laviska Shenault peut être un super pick. Et moi, j'aime bien Henry Ruggs, qui a fait une année un peu sans. Si je me trompe pas, c'était le premier receveur qui a été pick devant du coup CeeDee Lamb et Jerry Jeudy. Donc je pense qu'au final, le travail des scouts, à part s'ils ont vraiment de la merde dans les yeux. C'est Las Vegas. C'est Las Vegas, ils font toujours des trucs. C'est Vegas, mais finalement, franchement, je le vois extrêmement bas. Je sais pas c'est quand ils sont ADP, mais à un moment, je sais que j'avais scrollé. Il était vraiment no man's land avec des mecs que tu dis mais c'est pas normal, tu vois. Enfin, on parle quand même de Henry Ruggs, et deuxième année où au final tu as quand même donné un WR50. Voilà. ADP. Et je me dis, t'as pas vraiment de risque à aller le chercher un peu plus haut, tu vois, dans les 40, etc., pour être sûr de l'avoir. Tu dis, ils ont quand même mis un choix draft assez haut. Il est fort, il est rapide, il peut catch beaucoup de ballons. Enfin, on disait que, tu sais, il y a toujours le NFL comparaison lors de la draft, et tout le monde parlait de lui comme un Tyreek Hill. Donc au final, s'ils arrivent à bien l'utiliser, ils ont eu un an de voir ce qui marchait, ce qui marchait pas. Moi, Henry Ruggs, c'est vraiment un mec que je vais targeter dans mes ligues à venir, en tout cas. Après, il y a un mec qu'on parle pas forcément beaucoup, qui est au Colts. Moi, c'est Pittman aussi. Je pense qu'il peut être intéressant cette année, ou avec Wentz. Je pense que ça peut être productif aussi, ouais. Mais on justement, en parle pas forcément. Le problème, c'est que tu vois. En gros, il y a tout qui est lié à Wentz, et vu qu'il n'y a pas plus limite fébrile comme mec, tu vois, là, il y avait pas le meilleur lineman offensif, il y avait même pas de QB. QB2, il fait machin, Eason, il a fait 2 bonnes passes, finalement, peut-être que ça va aller au poste de quarterback. Mais Pittman, c'est un super joueur. L'année dernière, il n'a pas fait grand-chose parce que je crois que c'était Rivers qui n'arrivait pas à le trouver. Là, on a dit Vance, mais on sait qu'il est fragile, et là, il était reparti pour je sais pas combien de semaines. En fait, pour moi, ça fait un peu partie, tu sais, on parlait de Matt Ryan tout à l'heure. Pour moi, c'est risqué parce que la situation quarterback est vraiment pas folle. Mais sinon, c'est un super joueur, et je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, il y a pas mal de gars dans ce tier de receveurs là en ADP, au niveau entre la 40e et 50e place. Ouais. On a Pittman justement, on a Laviska Shenault, on a Mike Williams, on a aussi Michael Gallup, dont on n'a pas parlé, mais c'est aussi un mec qui, je pense qu'il peut être pas mal impliqué. Déjà l'année dernière, je crois qu'il était dans le top 30 des receveurs pendant les 5-6 matchs que Dak Prescott a joué. Malgré Lamb et Cooper. Et là, Cooper il est déjà un peu blessé. Bon, il revient maintenant, il a été activé, mais il suffit que je pense qu'il peut déjà faire mieux que WR49, même si tout le monde joue. Et que si un des deux se blesse, c'est un WR2 sûr. Donc Michael Gallup, ça serait aussi un mec que en total, ouais, mais ça, c'est un mec qui va te faire des matchs à 2 points, un autre à 25. Ouais, absolument, non, il faut savoir. Le match à 25 quand tu l'auras benché, tu vois. On connaît très bien. Peut-être un meilleur choix en format baseball, du coup. Baseball où tu n'as pas besoin de choisir ton start et ton site. Bust. On a parlé d'Odell. On a parlé d'Odell Beckham. Moi, je suis vraiment pas fan de lui. Je sais même pas s'il va finir la saison avec Cleveland. Est-ce qu'ils vont lui donner la balle? Je suis pas sûr. En plus, il y aura toujours une ou deux personnes qui l'aura toujours sur le dos parce que c'est Odell. Donc ça va ouvrir, en plus pour le tight end, le jeu à la course, un Jarvis Landry qui sera sûrement encore au-dessus en termes de points. Moi, j'ai du mal avec Odell. Ouais, un choix assez risqué. Là, actuellement, drafté, Odell, où es-tu? Numéro 28 avec T. Higgins, Brandon Ayuk, Chase Claypool. Trois choix, je pense qu'on préfère largement. Un autre qui est dans ce groupe-là, numéro 25, Kenny Golladay.
C'est qui est déjà c'est celui blessé. que j'aurais donné. Ouais. C'est Vas-y, celui que alors. j'aurais donné. Bah, personnellement, je vois plus Shepard scorer que Goladé, clairement. Après, Goladé a été blessé en fin de saison l'an dernier. Il est encore blessé là maintenant. Ouais. Plus, je sais pas, sur les avis, alors ça reste du training camp, hein, c'est pas forcément la même chose en match. Les retours sont pas forcément très bons entre Dana Jones et lui. Enfin, moi, je le vois pas très productif cette année. Shepard fait un bon camp d'entraînement. Shepard, il est disponible. Alors lui, il faut que j'aille way down. Je vois Darius Slayton. Shepard, j'imagine qu'il est un peu au-dessus. Voilà, numéro 64. Autour de mecs comme Christian Kirk, John Brown, Brian Edwards, Nelson Agholor. Donc pour toi, en considérant le prix, tu préférerais avoir Shepard en clairement. cinquième receveur ou tranquille Clairement, sur le waiver plutôt que de lâcher un 4e ou 5e tour pour clairement. Golladay. Ouais. Alors peut-être que c'est risqué, hein, mais sincèrement, je vois plus Shepard scorer cette année que Golladay. Dans ce cas-là, il faut clairement utiliser le pic plus tard. Est-ce qu'on en a d'autres ou est-ce qu'on parle de sleeper un peu plus deep au poste de receveur? On sait qu'il y a des mecs qui peuvent. Julio Jones me fait peur. Julio Jones cette année me fait peur cette année. Pareil, j'allais juste dire Julio, j'aime pas du tout. Il est 13 hein, dans l'ADP, mais. Ça me paraît élevé. Ouais. Non, pardon, je dis des bêtises, il est 14. Mais, ça me paraît élevé quand même. je trouve ça élevé, ouais. Je le vois pas. C'est plus le Julio Jones qu'on a connu. Il est souvent blessé, toujours, comme tu disais tout à l'heure, hein, avec son petit orteil qui est toujours un problème. Il est jamais à l'entraînement. Enfin, ouais, cette année, non, je le vois pas. Je le vois pas très haut. Et la grosse différence, c'est que là, ils peuvent se permettre de le bencher, tu vois. Là, ils ont une bonne équipe qui tourne. Quand il était toujours questionable avec son orteil, mais il était relativement jeune. Là, il est plus jeune. Ils vont même pas forcer. S'ils disent t'as vraiment mal, il va dire ouais, j'ai mal. Il va dire ok, tu joues pas. Surtout s'ils peuvent l'avoir. Ils ont une bonne équipe. S'ils peuvent l'avoir en bonne santé pour les playoffs. Frais pour les playoffs. Ouais, c'est ça. Mais bien sûr. Ils vont prendre aucun risque avec lui. Et pour ça, c'est. Pardon, j'allais dire, il prend sans doute le rôle offensif de Corey Davis, qui a fini WR30 la saison dernière. Donc c'était pas mal. Mais effectivement, de là à se dire que Julio, bon évidemment, Julio est meilleur que Corey Davis, pas tout à fait le même genre de joueur, mais est-ce qu'il sera suffisamment en bonne santé pour, moins qu'on puisse dire, est-ce qu'il sera suffisamment en bonne santé pour justifier un retour de WR14 devant Chris Godwin, devant Amari Cooper, devant Robert Woods? On n'a pas beaucoup parlé des Rams dans cet épisode, mais on sait qu'on est tous assez élevés sur l'offense des Rams avec Matt Stafford à la baguette. Tous ces mecs-là, DJ Moore, dont on a parlé tout à l'heure, ils sont tous draftés plus tard que Julio. Je suis assez d'accord avec vous. Je pense que d'ailleurs, Julio, je l'ai très rarement dans mes mock drafts. Ok. Deep sleeper, du coup, au poste de receveur, on sait qu'il y a toujours des mecs qui peuvent apparaître un peu de nulle part, des mecs que personne n'attend, des mecs qui sont disponibles sur waiver les premières semaines, qui seraient, s'il y avait des candidats parmi les mecs qui sont draftés au-delà, toi tu as parlé de Sterling Shepard, Luc, des mecs qui sont draftés un peu au-delà. Pas forcément lui de Shepard, c'est Darnell Mooney. Je pense que cette année, alors pareil, faut voir avec qui va starter, etc. Mais je pense qu'il va avoir un rôle beaucoup plus conséquent que l'an dernier. Ouais, déjà l'année dernière, il jouait bien. Et il va bénéficier effectivement si Justin Fields est un passeur assez précis. Darnell Mooney pourrait largement bénéficier de ça. Et puis sur la depth chart de Chicago, il n'y a pas grand monde derrière Robinson et Mooney. Complètement. Moi, je vois des gens intéressants. Je veux voir votre avis. Très très loin, je vois numéro 75, Sammy Watkins, dont j'ai l'impression, je suis même surpris de le voir si bas parce que c'est un joueur, j'aurais pensé qu'il était plus populaire et que du coup, il serait presque pris trop haut. Là, je le trouve presque trop bas, numéro 75. Ouais, mais quand tu regardes les receveurs à Baltimore, tu as quand même. Alors, tu as le rookie, tu as Batman qui vient d'arriver, et puis tu as Hollywood Brown qui peut. Il est blessé aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Après, ils sont blessés. Donc maintenant, quand ils seront en santé, il faut voir. Mais c'est vrai que Watkins, ça peut être une bonne addition. Ouais, moi, honnêtement, je suis surpris de le voir si bas. C'est pas forcément un mec que je vais cibler, mais bon, c'est vrai que lui aussi, il a du mal à rester en bonne santé toute la saison et qu'il est dans l'équipe qui passe le moins, mais tout le monde en dit du bien.
Je vois Terrace Marshall qui est numéro 71. Je Ouais. sais que Captain l'aime bien. J'aime beaucoup Oui, aussi, ouais. je l'aime bien. Est-ce que tu as vu comment j'ai amené Justin Boone à en parler? Tu le génie que je suis. Exactement. Non, je plaisante. Non, mais Terrace Marshall, c'est typique le receveur où en fait on n'en parlait pas avec les gros receveurs qui avaient cette année en début de draft, etc. Mais moi je l'aime bien et aussi il y avait un petit des Lions, j'ai oublié son nom, je crois que c'était Amon quelque chose. Ouais, le Amon-Ra, rookie Amon Amon-Ra Ra St. Saint Brown. Brown. Ouais. le frère de Jérôme. Voilà, Non, avec l'accent c'était. c'est toujours mieux. Dans Ouais, une il était équipe, aux Packers. Il n'y avait pas son frère aux Packers ou un truc comme ça? Ezekius ou. Enfin bref, ils avaient. Toute la famille a des noms, je sais pas. En tout cas, lui, a des noms bizarres. ouais, j'imagine, ouais. Mais non, lui, je trouve qu'il arrive dans un bon landing spot dans les Lions, dans une équipe qui a pas vraiment, qui cherche encore et qui va commencer à, tu sais, à essayer de capitaliser sur les années à venir, qui sont les bons joueurs, etc. Une équipe qui va souvent perdre des matchs, qui a couru après le score. J'avais lu des choses positives sur lui, j'ai regardé un peu des highlights, je me suis dit, ouais, il a l'air plutôt pas mal. Il est quand même très très deep, je crois, il est entre 60 et 70 si on parle des DP Fantasy Pro. Moi, c'est un mec que je ciblerais aussi. Il est dans ma dynastie d'ailleurs. Ouais. Je suis d'accord avec toi sur C'est toi qui l'as pris? l'ensemble. Ouais, c'est moi qui l'ai pris, ouais. Je l'ai pris, je sais plus, 12e ou 13e tour. Ouais, c'est normal en dynastie, tu le prends plutôt. Mais Ouais. sur les receveurs de Détroit en général, alors c'est intéressant. Donc, tu as Amon-Ra St. Brown, numéro 69. Tu as Breshad Perryman, numéro 85. Ensuite, tu as Quintez Cephus, 95. Et Tyrell Williams, 96. Et pour moi, il y a. On t'a perdu. Ah mince, si on perd Marco, ça va pas le faire. On va essayer de finir pour lui. Donc, je pense que. Qu'est-ce qui se Alors passe? attends, on était au niveau des Lions. Bah, après, c'est vrai que le corps des Lions, il est pas. Il y a Tyrell Williams qui vient d'arriver. Après, c'est pas. Ils sont relativement très loin, quoi. C'est vrai que c'est pas. Après, si, il y a Cephus qui peut être intéressant aussi à Détroit, mais ça va pas être des top scorers, quoi. Ça. Après, il faut voir avec Goff ce que ça va donner. Ouais. C'est pas la Mais en fait, garantie. c'est ça, c'est les équipes pas forcément fortes, qui ont un jeu un peu dégueulasse. C'est pas des, enfin, tu veux pas avoir des joueurs de ces équipes-là, tu vois. Mais généralement, c'est des personnes qui peuvent te faire gagner ta ligue aussi. Donc. Ouais, après c'est ça, ça peut être des bonnes surprises. Ça peut être des bonnes surprises. Après, je sais plus, j'en avais remarqué un autre. Attends, je suis en train de le chercher. C'était. Moi, j'aimais beaucoup Gabriel Davis de Buffalo. Je pense qu'il peut prendre, il peut prendre un petit peu la succession de qui était WR là-bas déjà. Je me rappelle même plus au Bills. Il y avait Cole Beasley, non? Beasley, ouais, mais Beasley est encore là. Il y avait Diggs. Ouais. Je sais plus, il y a quelqu'un qui. Non, il n'y a pas quelqu'un qui C'est un était running, parti. non? Non, ouais, c'était ça alors. Mais je pense qu'il va prendre plus de poids par rapport à Bisley. Parce que Bisley, c'est pareil, il est plus tout jeune non plus. Hein, mais je pense que là, Davis peut être un peu plus productif. Après, c'est partir loin dans les slippers, quoi. C'est partir relativement profond. Je sais qu'il y a Michael Hartman aussi. J'en avais parlé avec Marco. Je pense que on en avait, je sais plus si on en a parlé aussi avec toi, où on avait dit Hartman peut être intéressant aussi en tant que WR2 des Kiffs. Emmanuel Sanders a aussi signé chez les Bills. Ouais, c'était Sanders c'est Sanders qui a signé aussi. Pour voir son rôle. Après, ils vont avoir un corps de receveur intéressant, hein, quand même. Ah ouais, non, mais là, ils vont. Et t'as le tight end qui a aussi prendre des ballons, je pense, plus que l'année dernière. Dawson Knox. Knox, ouais. Non, les Bills, ça va être costaud. Hein. Cette année, ça va être vraiment l'équipe à battre, je pense, en AFC. Hein. Avec forcément avec les Kiffs, mais je pense que ça va être une grosse équipe à battre là-bas. Quoi. Mais de toute façon, là, je pense qu'on avait fini tous les breakout, sleeper, on a fait tous les postes, on voulait pas parler des tight ends. Non, tight end, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ok, bon, on va lui dire de cutter à une. On a combien là? Une 14.
Peut-être qu'il m'a dit un truc, mais j'ai pas mon téléphone avec moi. Et il va quelle heure 1h30. Ça va. Tu vas rester Il éveillé. diffuse pas les matchs sur Bein de. Je sais Non, pas. les pré-saisons, Je non, travaille pas demain. je pense pas. Ah, mais peut-être sur le League Pass. Enfin, Enfin, League Pass, probablement. non. Comment il s'appelle ça? Le Game Pass. NFL Pass, ouais, Game Pass. Ouais, League Pass, c'est basket. C'est ça. Je sais pas si. D'habitude, j'utilise le compte de Soufiane, donc je sais pas s'il l'a déjà payé. Faire tourner à tout le monde, c'est ça? Exactement. C'est quoi? Je vais rien lui dire. Et je vais essayer de me connecter. J'ai eu un phénoménal bug. Ah, t'es de retour? Un phénoménal bug de son. J'espère que vous allez continuer l'émission parce que je parlais des receveurs de Détroit. Donc voilà, je dis rien. Ça m'apprendra de parler d'une équipe mauvaise qui va faire des passes au et... Cela dit, c'est ce qu'on a dit à peu près. On a dit que c'était l'équipe un peu à éviter okay. parce que c'était pas, voilà, c'était pas super productif et puis on sait pas avec Goff ce que ça va donner, quoi. Ça marche. Désolé les gars pour ce bug. J'espère que ça s'est bien enchaîné. Et est-ce que vous aviez encore des sleepers receveurs ou est-ce qu'on a fini? Non, j'avais parlé de Gabriel Davis rapidement. C'est un joueur que j'aime bien. Je pense qu'il peut être intéressant. Après, et de Mecole Hardman aussi. Et Mecole Hardman. Mecole Hardman et notre ami. Moi, j'aime bien Keelan Cole. Aux Jets, mais ça tout dépendra de ce qu'on va. Alors lui, tiens, pour justement terminer l'émission là-dessus, revenir sur le début. Keelan Cole, un mec que j'ai envie de voir en pré-saison. J'ai envie de voir les Jets en pré-saison en général pour savoir ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont donner et ouais, voir un peu qui sont les receveurs dans cette équipe qui joue, quoi. Parce que si Keelan Cole est considéré comme un starter, je pense qu'il peut en surprendre aussi quelques-uns. C'est surtout qu'est-ce que ça va donner clairement, parce que là tout a été changé, comme tu disais tout à l'heure. Le Jets, tout a été remodelé, donc faut voir ce que ça va donner cette année. Après, ils ont un coach qui vient de San Francisco, donc faut voir ce que ça va donner. Moi, franchement, j'étais un peu dégoûté quand même qu'il parte. C'était un très bon coordinateur défensif. Je pense que notre défense, elle a été très bonne grâce à lui. Maintenant, faut voir. J'espère qu'au niveau de coach, c'est le système Shanahan, donc. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, faut voir maintenant si au Jets il va faire pareil. Mais ça peut être intéressant. Ouais. Puis c'est quelqu'un qui a de la poigne. Je pense que ça peut être productif. Ok les gars, je crois qu'on a fait un peu le tour de cet épisode, du coup un peu long, mais qui donne pas mal de noms de joueurs. J'espère c'est des bons conseils. Ceux qui sont encore là, qui nous écoutent encore, j'aurais peut-être dû le dire dès le départ, mais inscrivez-vous aux ligues si vous l'avez pas encore fait. On organise les ligues Fantasy Ballers en partenariat avec Café Crème Sport. Les inscriptions, le formulaire d'inscription a été posté. Il y a déjà une grosse 55 personnes, je crois, qui sont inscrits. Si on en a encore une quinzaine, on a de quoi faire 6 divisions cette année, donc c'est vraiment sympa. Et moi, j'ai hâte de jouer un peu contre tout le monde, voir ce que ça va donner. On s'est un peu dispatché cette année, donc c'est l'opportunité de jouer contre nous, contre des mecs de Café Crème Sport. De vous faire démonter. Essayez de pas te faire descendre cette année. Ah bah non, il n'y a plus de descente, c'est bon. Il n'y a plus de relégation. Il n'y a plus de problème. Non, cette année, donc du coup, le vainqueur sera celui parmi tous les finalistes. Parmi tous les finalistes, celui qui marque le plus de points en finale sera déclaré le vainqueur unique de cette nouvelle formule. Voilà. Il y a des gens qui sont déjà inscrits, qui nous regardent sur Facebook. Ok, cool. Et dans ce cas-là, je vous dis bon match ce soir si vous allez regarder. Et bonne continuation dans la pré-saison. Nous, on va faire un épisode mercredi prochain, si Aptine est dispo. Je le vois qui fait une tête. Mercredi prochain, avec Clément de Chargers France, qui nous suit aussi depuis le tout début. Donc ça fait 5 ans. On va fêter nos 5 ans d'émission avec lui. Et on va prendre un peu son avis justement sur sur la pré-saison, sur les premiers matchs. On va lui dire que Justin Herbert est notre bust en QB, voir ce qu'il dit. Il va être content. Et
Et s'il gueule trop, on lui dira que Mike Williams, c'est notre breakout. Voilà. Allez les gars, merci beaucoup pour cet épisode et je vous dis à très bientôt. Yes, merci Luc. Merci pour l'invitation. Tiens, regardez, Clément il est là. Ah, il est là. Clément. Rendez-vous mercredi prochain. Ciao, ciao les gars. Ciao, ciao.